Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie, laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans ce Lilili, mon émission dédiée aux livres, pour conclure le Cold Winter Challenge, le challenge littéraire de l'hiver. En effet, mieux vaut tard que jamais, je voulais revenir sur mes lectures de cet hiver, notamment avec le Cold Winter Challenge qui s'est déroulé du mois de décembre au mois de février, et au mois de février justement, il y a eu également le challenge Février Tapal de Alex Bouquin en Prada. J'ai un petit peu partagé sur Instagram mes retours de lecture. Forcément, j'ai lu moins que ce que je pensais, et d'ailleurs, même dans le Cold Winter, j'ai lu moins que ce que je pensais, mais j'ai quand même lu pas mal de choses et des bonnes choses notamment. Donc je voulais un petit peu revenir dessus et vous partager ça. Allez, c'est parti, je vais reprendre le déroulé des catégories du Cold Winter et puis après je ferai les 3 livres un petit peu bonus que j'ai lus fin février mais qui ne faisaient pas forcément partie du Cold Winter à la base. Donc le premier menu était Magie de Noël avec la première catégorie Coupe de champagne. Là je voulais à la base lire Princess Bride, donc côté amour. Finalement, il se trouve que j'ai lu Andromaque de Racine, donc la pièce de théâtre, et qui parle en soi d'amour, donc je me suis dit que je vais la glisser là à la place de Princess Bride, que je n'ai pas lu, Princess Bride, mais que j'ai eu des retours un petit peu le film suffit. Donc du coup, j'hésite encore à le lire, je me dis que finalement, je vais juste lire voir le film et pas le lire. Bon, à voir à l'avenir. Mais en tout cas, j'ai lu Andromaque du coup de Racine, que je n'ai pas vraiment apprécié en réalité. Je voulais écumer un peu mes pièces de théâtre. Et je n'avais jamais lu Racine ou lire il y a très longtemps, donc j'en avais plus beaucoup de souvenirs. En tout cas, celui-ci, je ne l'avais pas lu, malgré le point positif que Racine gère complètement sa technicité, ses vers, etc. C'est très carré, très propre. Voilà, ce côté classique, il est là, c'est indéniable, c'est de qualité. Malgré tout, j'étais complètement perdue quand j'ai commencé la pièce et même jusqu'à la fin. J'avais pas d'attachement au personnage. J'avais beau connaître le mythe de la guerre de Troie, qui se passe du coup après. La guerre de Troie se passe avant, et là on a la suite avec la fille d'Hélène. Enfin voilà, c'est un peu les descendants, et du coup Andromaque. Malgré que j'avais normalement le mythe en tête, je me posais à chaque fois la question, mais c'est qui lui, mais pourquoi il va avec elle, mais à quoi ça sert? Enfin voilà, je trouve que ça faisait beaucoup de bruit, d'embrouille pour pas grand chose. Un peu prétexte. Voilà, j'ai l'impression que le mythe était littéralement prétexte à la qualité d'écriture et qui était forcément très lyrique, mais surtout très métaphorique, avec plein de références sur des références sur des références. Ce qui fait qu'au final, les personnages ne semblent pas, je dirais pas crédibles, mais on est complètement détaché d'eux. On n'a pas de compassion pour eux, on est juste avec une envie, c'était de le finir pour passer à autre chose en fait. J'aimerais bien quand même tester d'autres de Racine, et notamment aussi Corneille, que je n'ai pas lu ou pas été marqué, pour voir, parce que j'aimerais bien lire encore d'autres du théâtre français. Mais pour le coup, voilà, c'est pas pour autant que celui-là m'a donné envie de lire que du Racine. Au contraire, j'ai envie de lui donner encore une chance, mais c'est pas grâce à celui-là. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'était Un chant de Noël, et là notamment je voulais lire tout ce qui était conte, et je l'ai lu à Noël, donc l'Icabog de J.K. Rowling, donc là c'est une belle version, et du coup à une 35 €, avec ce qu'on pourrait lire à nos enfants, vous voyez vraiment le grand texte, et c'était intercoupé de, je vais pas réussir à retrouver là, d'illustrations faites par des francophones. Je pense que du coup chaque édition a des dessins de la nationalité du pays, en fait. J'ai l'impression que c'était que des Français, ou peut-être québécois, ou suisses, ou belges, voilà, donc des francophones. Donc c'était assez mignon ces dessins-là, parce qu'ils n'étaient pas forcément... c'était beaucoup d'enfants de 8 à 12 ans, donc forcément pas tous artistes dans l'âme peut-être, mais pas dans la main, si je puis dire. Il fait peur, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, je suis désolée Elsa. Mais pour revenir du coup sur le texte, je pense que ça a été une très bonne lecture, donc oui, je dirais 4 sur 5, voilà. Si vous le lisez en sachant à quoi vous attendre, ça peut vraiment être une très bonne lecture. Parce que, oui, c'est un conte, oui, l'histoire est complètement merveilleuse, magique, un conte, quoi. Quand on décrit la cornucopia, donc le pays où ils vivent, chaque contrée, chaque région est distinguée par un truc gustatif, hein, ils mangent du fromage, ils boivent du vin, etc. Donc
dans un contexte un peu médiéval, on suppose. Mais tout est, voilà, est assez simple en apparence. Malgré tout, des années passent, les personnages évoluent, il y a des morts quand même, il y a des conséquences. On ne cache pas que c'est la misère à terme, alors qu'on part du coup d'un pays très riche et très heureux. Euh, et voilà, tout ce contexte fait que les personnages parfois sont très imagés, mais j'ai le souvenir que dans Harry Potter, J.K. Rowling aussi avait caractérisé ses personnages de manière très imagée. Voilà, j'ai Pétunia qui vient, Pétunia qui a un long cou parce qu'elle regarde au-dessus des haies pour observer ses voisins. Enfin, voilà. Il y a quelque chose d'assez comique. Et là, vraiment, on retrouve ce style-là. On retrouve ce style-là que ils sont décrits de manière plutôt comique et les méchants ont vraiment ce côté presque on peut l'imaginer en cartoon. Donc voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de réaliste parce que c'est pas voulu comme tel. Malgré tout, ce que je trouve bien de l'écriture de J.K. Rowling, c'est que là, au moins ça y va à fond. Et je trouve qu'elle modernise malgré tout le conte. Et du coup, Clémentine Beauvais, qui a traduit aussi, parce que je pense qu'elle a fait un beau travail de traduction. Je l'ai lu du 22 décembre, donc juste avant Noël, jusqu'au 16 février, donc j'ai mis du temps à le lire. Et c'est parce que je voulais prendre le temps d'en profiter, de découvrir les personnages, de m'y attacher. On suit des enfants, mais on suit aussi des adultes, on suit aussi des parents. Il y a des morts, il y a voilà, des rebondissements, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Enfin, des choses qu'on pourrait penser assez basiques, finalement, ne le sont pas tant que ça. Il y a une réelle créativité, du coup, qui permet quelque chose d'assez comique dans les personnages, mais pas que. La morale de l'histoire me plaît beaucoup. Donc vraiment, je pense que euh, ce serait un livre à lire à nos enfants. Et je pense que c'est un peu, ouais, comme des Pixar. On lit à un enfant, mais on profite un peu aussi. Vous voyez, c'est pas que pour votre enfant, et là, c'était bien mignon. Non, il y a vraiment ouais, une certaine... c'est intéressant. Je regrette pas de l'avoir lu. Et alors, je sais pas ce que vaut le conte de Noël qu'elle a fait, mais je suis curieuse de le lire aussi, pour voir justement autre chose. Parce que si on s'arrête que à Harry Potter et J.K. Rowling, je pense que justement on voit pas tout ce qu'elle peut faire. Et ce qui est assez intéressant dans l'Ika Box, c'est, si je me souviens bien, elle l'avait écrit pour ses enfants même avant Harry Potter. Elle l'avait mis de côté parce que les enfants bah, ont grandi. Et on parlait d'Harry Potter parce qu'elle a été construite forcément sur ça. Et elle l'a repris parce que ses enfants ont toujours demandé mais c'est quoi la fin de l'histoire. Et bah, elle a eu raison de le reprendre parce que vraiment c'était une très bonne histoire. Donc voilà, je le conseille soit pour les grands enfants, soit pour les parents et leurs enfants du coup. Et du coup, bah, les enfants, je pense qu'ils aimeront ce livre, ce conte, parce que ça reste quand même complètement un conte, qui peut devenir un classique, je suppose. Enfin, la troisième et dernière catégorie de ce premier menu était Calendrier de l'Avent. Il fallait le lire sans avoir lu le résumé avant. Donc à la base, je pensais lire Olympe de Roquedor, mais finalement, je n'ai pas réussi à récupérer le livre parce qu'il était emprunté par des élèves. Donc finalement, je suis partie sur autre chose que je veux lire depuis très longtemps, à savoir Neverland de Timothée de Fombelle. Donc là, c'est une édition iconoclaste, mais je sais que ça a été republié en poche, qui a été du coup une très 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 bonne lecture. Donc bah, j'ai dit que c'était mon favori de février pour vous dire. J'ai mis 4,5 sur 5, histoire de pas mettre 5, mais voilà. Donc qui est en fait un livre qui revient bah, sur l'enfance, et donc sur l'enfance de Timothée de Fombelle, mais qui appelle aussi à notre propre enfance, je trouve. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est cette poésie, cette envie de replonger peu à peu dans le souvenir, de se laisser porter par la nostalgie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment une idée presque physique et métaphorique. C'est-à-dire qu'on le voit se balader et revenir vers Neverland comme si c'était vraiment un pays, alors que c'est dans sa tête, on suppose. Et c'est très imagé, très sensoriel. Les sens, voilà, ça appelle vraiment quelque chose de très beau. Et forcément, bah, ça fait revenir beaucoup d'émotions. Et en le lisant, j'étais déjà touchée par son enfance, même si c'est très fragmenté, très, voilà, il y a des choses qui nous reviennent peu à peu. Et en fait, ça m'a beaucoup renvoyé à ma propre enfance, donc c'était une bonne expérience. Après, je sais que c'est peut-être pas un livre qui plaira à tout le monde, je pense, parce que le style est quand même très particulier. Peut-être qu'il n'y a pas une histoire à proprement parler, où voilà, il va y avoir une résolution, on va suivre plein de personnages, etc. C'est beaucoup plus, voilà, comme je disais, métaphorique, une plongée dans le souvenir, dans
ce que c'est finalement être adulte et d'être enfant, à quel moment on n'est plus enfant, à quel moment on devient adulte. C'est plus une réflexion poétique sur ça. Moi, clairement, j'étais complètement satisfaite à ma lecture et jusqu'à la fin, mais je sais que ça pourrait peut-être décevoir de ne pas savoir où on va jusqu'à la fin. Peut-être que certains ils vont dire ah bon, voilà. Ou qui vont peut-être pas comprendre où on va, juste même. Mais je pense que justement, ce livre-là, c'est l'intérêt presque de lâcher prise et avec l'auteur de revenir en enfance et de se laisser porter par cette sorte de musique, de ces images. Et je pense que justement, à trop réfléchir et à trop analyser, on va perdre la beauté et la poésie. Donc ça a été une très 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 belle lecture que j'ai lue en très peu de jours. Je l'ai lu quand? Je l'ai lu en février, je me souviens. C'était... Voilà, j'ai lu du 16 au 19... Voilà, je l'ai lu en 3 jours. J'ai lu en 3 jours en février. Il est très court en soi. Il fait... Voilà, il fait une centaine de pages, 115. Et puis, la façon dont c'est fait, voilà, c'est quand même écrit assez court, avec des bonnes marges. Mais justement, j'ai préféré me laisser porter par ça et retourner en enfance. Et même, ça m'a touché certains passages. Quand il pense à son grand-père, ça m'a forcément pensé au mien, que j'ai perdu il n'y a pas très longtemps. Donc, pris comme une lecture bouffée d'air, et même si l'émotion monte et qu'elle n'est pas forcément agréable, on penserait, en fait, ça fait une bouffée de nostalgie et quelque chose de très positif en ressort. Donc, je vous le conseille fortement. Et je n'ai jamais lu en fait du Timothée de Fombelle avant ça, alors que c'est un très grand auteur de la jeunesse. Ça, c'est plutôt pour les adultes. Hein. Un jeune peut le lire, mais je pense pas que c'est lui le public visé. Et je suis donc très curieuse de lire cet auteur auprès de la jeunesse directement. Donc, je pense que j'y reviendrai plus tard quand je m'y mettrai. Deuxième menu, à savoir Yule. La première catégorie était Au coin du feu. Donc là, j'avais l'intention de lire Tara Duncan, le tome 3, mais toujours pas. Donc peut-être un jour, je vais me mettre à relire les Tara Duncan. Pareil, La danse de la fée dragée, donc la deuxième catégorie. Je voulais lire de la fantasy. Donc là, je voulais lire Lady Helen, mais je n'ai pas avancé du tout. Je sais pas où j'en suis. Voilà, j'en suis à page 70. Autant dire que je n'ai pas du tout lu. Il y a plus de 500 pages. Quand je lis, j'aime bien. Quand je lis donc Lady Helen de Alison Goodman, Les Clubs des Mauvais Jours, c'est le premier tome, je trouve plein de qualités dès ces 70 premières pages. C'est juste que je pense que ça va me lancer tellement dans une épopée de l'aventure, quelque chose donc de beaucoup plus fantasy. Pour l'instant, il ne se passe pas des choses très extraordinaires. On est plus plongé dans un point de vue historique. Et du coup, l'héroïne étant une femme, on voit par rapport à son frère, c'est pas la même chose, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, que ses parents sont morts, voilà, il y a quelques éléments comme ça qui commencent à ressortir, mais on pourrait presque croire que c'est un livre historique pour l'instant. Mais je vois déjà plein de qualités dans l'écriture, c'est complètement maîtrisé, c'est très sensoriel, on plonge dedans, c'est très bien fait, et je sais que si je m'y mets vraiment, je vais le lire bien, mais là, pour le coup, j'arrête pas de me laisser entraîner par d'autres lectures. Et c'est vrai qu'en fait, celui-là, je le lis depuis quand? Je l'ai commencé le 17 décembre. Faut vraiment que je m'y mette sérieusement. J'aimerais bien peut-être... je l'avais laissé sur ma table de chevet, donc je pense que je vais faire ça. Je vais continuer de me dire, je peux lire d'autres livres, mais le soir, faut que j'avance sur celui-là. Et donc, je reviendrai dessus plus tard. Troisième catégorie, c'était Iceberg. Et là, pour le coup, je l'ai lu. Donc, c'est Anaïs Nin, donc ce que j'avais prévu de lire. Donc, Sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Donc, c'était une bande dessinée qui avait un style très très particulier. Ce sont des crayons de couleur. Ses cheveux sont souvent très très colorés. Enfin, on sent qu'elle a utilisé beaucoup de crayons de couleur différents pour faire la texture de ses cheveux. C'est un livre à qui j'ai mis 5 sur 5, ce qui est assez rare. C'était une très 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 bonne lecture. C'est mon favori de janvier. J'ai lu le 10 janvier. C'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains parce que ça aborde des sujets très, très durs, notamment ce qui est de l'inceste. Hein, je spoil, mais c'est quand même important d'en parler. Donc l'histoire est terrible, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au lieu de nous la projeter, j'ai presque à dire négativement, même si bon, on a cette réaction, c'est très troublant.
parce que, bon, c'est une BD, hein, on a du mal à voir une sorte de première personne. Malgré tout, je le ressens comme ça. On suit Anaïs presque à la première personne, dans son intériorité, sa psyché. On comprend qu'elle a été complètement brisée, mais qu'en même temps, elle semble avoir plusieurs phases d'elle-même. Et du coup, c'est assez intéressant de se plonger dans cette psyché brisée en différents morceaux et qu'elle interagit avec ces différentes phases d'elle-même et qu'elle survit. Finalement, je pense que ce qui est assez marquant dans ce livre, c'est la survie. La capacité à être pleinement elle-même en étant plusieurs, je ne sais pas comment dire ça autrement. Je sais que ça peut ne pas plaire. Je sais que ça peut ne pas plaire parce que le style graphique peut ne pas vous marquer, ou vous plaire tout simplement. Je sais que le sujet vous pouvez être totalement réfractaire parce que vous en êtes trop sensible. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, m'émeut beaucoup. Mais je trouve justement que je suis toujours très touchée par ces histoires-là. Le monde de Charlie, par exemple, c'était ça. Mais je trouve que ça développe donc elle en tant que personnage féminin, mais il y en a d'autres, très humain, très fort. Euh, et se dire qu'en fait, bon, forcément je pense qu'il y a une partie narrée, parce qu'on ne pouvait pas être là tout le temps, vu qu'on a quand même ces carnets, on se doute que bah, c'est proche de la vraie histoire. Et finalement ça fait très romanesque, dans le plus terrible que c'est, mais c'est en même temps très intéressant. Et cette plongée est marquante. Je pense que c'est vraiment une expérience. Je sais pas si je vais pas le relire plus tard pour voir un autre écho, mais je pense que bah, j'ai parlé du monde de Charlie qui aborde un petit peu les mêmes sujets. Là, on parle quand même d'une autrice qui a aussi une créativité très particulière. Mais comme le monde de Charlie, je pense que c'est le genre de livre que j'ai lu une fois et j'ai su que ça matchait pour moi, que c'était évident, que c'était un bon livre pour moi. Et vraiment une grosse claque. Donc je vous conseille, je sais que c'est très particulier, mais si vous n'êtes pas du genre à lire peut-être des bandes dessinées, tentez avec celle-là, parce que c'est justement un moyen de voir toutes les possibles avec la bande dessinée, que c'est pas parce que l'histoire, parce que on voit toute la créativité que permet la bande dessinée, euh, pour du coup accéder à l'intériorité. Vous voyez ce genre de planche très particulière. Alors, encore une fois, on peut être très réfractaire. Moi, ça a fait mouche. Et vraiment, j'essaye de plus en plus de lire des bandes dessinées, mais surtout des bandes dessinées marquantes et vraiment qui ont un parti pris particulier. Et je pense que celle-ci, je la regrette pas du tout. Donc voilà, grand conseil. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais, euh, mais c'est parce que je pense que justement, ça se lit comme une expérience et que j'ai pas tout à fait les mots pour vous dire plus clairement que ça peut vous toucher et ça peut vous marquer. Ensuite, la dernière sous-catégorie était Reine des Neiges, et là, ça parlait notamment des femmes, et je voulais lire, et j'ai lu, enfin, Kim Ji-young, né en 1982, de Chon Nam-je, là c'est l'édition 10-18, qui était du coup une lecture que j'attendais, parce qu'on me l'avait conseillé, donc je lui ai mis une très bonne note, hein. J'ai mis 4,5 sur 5. Le point négatif, c'est que pour moi, l'histoire est un prétexte, parce qu'il y a des éléments de l'histoire au début, on comprend pas pourquoi subitement elle semble s'oublier elle-même. Du coup, on suit Kim Ji-young, qui est une femme coréenne née en 1982, je sais pas comment vous dire autrement. Et il se trouve que son mari remarque que subitement elle prend la voix de sa belle-mère, qu'elle prend la voix d'une amie, qu'elle prend. Voilà, il y a des choses un peu bizarres comme ça qui se passent. Et c'est pas expliqué. Je spoil, hein, c'est pas expliqué, mais en même temps, on sent juste qu'elle craque. Et donc toute cette histoire est pour moi prétexte. C'est-à-dire que si vous attendez un développement de personnages, d'une intériorité, tout ça. Non, là, vous allez être complètement déçu. Par contre, si vous voulez une lecture qui peut faire office de documentaire, un peu docu-fiction, c'est complètement ce qu'il vous faut. Moi, mon problème, quand ce sont des documentaires féministes ou des essais ou quoi, souvent, ça vous balance des données, et c'est souvent moralisateur, accusateur, surtout si vous êtes un lecteur, donc un homme, vous allez vous en prendre plein la gueule, c'est pas très productif à mon sens. Là, pour le coup, je pense qu'un homme peut le lire parce qu'il pourra peut-être se rendre compte de certaines choses. Parce que moi, en tant que femme, quand j'ai lu le livre, ça a beau se passer donc
pas forcément aujourd'hui, même s'il y a encore des éléments qui, je pense, se passent, même s'il y a certaines choses qui existent en Corée qui n'existent pas en France, même si voilà, il y a des éléments qui, j'espère, n'existent plus, que c'est pas dans le même pays en tout cas, je me suis reconnue dans certaines situations, je me suis reconnue dans la crainte de sortir, la scène du bus est affreuse, le regard des hommes, le regard de la femme, des femmes entre elles, mais surtout de tout ce truc de tentative de sororité où ce n'est pas forcément possible au travail, le fait que on vous pousse à tomber enceinte, que si vous tombez pas enceinte vite, c'est de votre faute forcément. Et forcément, même par exemple, ça peut pas être juste la nature ou même la faute de l'homme ou je sais pas, la faute, la responsabilité, sans que ce soit accusateur. Enfin voilà, il y a vraiment un côté où il y a beaucoup de fautes projetées sur la femme. Et ce qui est assez particulier, c'est que j'espère que c'est moins le cas en France, mais en Corée, on ressent, du coup, superposé à plein de données, parce qu'on sent que l'autrice a fait des recherches, elle cite des statistiques, des dates, enfin, il y a quelque chose de très concret. Et du coup, très, très dur, parce que c'est réel, c'est là. C'est leur quotidien. Et on sent vraiment que ces hommes, parce qu'en fait, du coup, l'histoire est narrée par un psychiatre, donc c'est pour ça que ça fait quelque chose d'assez aseptisé qui pourrait ne pas plaire. Clairement, il y a pas de lyrisme là pour le coup, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de marquer et de témoigner, en fait, de la condition de la femme qui ne peut pas s'épanouir au travail, même si elle aime son travail, qui ne peut pas finalement embrasser son rôle de mère de manière saine, parce que on va lui enlever même on va lui placer en tant que mère et comme femme comme on veut, même son mari qui pourtant semble l'aimer, etc., a des réactions. On sent que c'est la société qui parle à travers sa bouche, et on sent que c'est tellement ancré que les hommes ne se rendent pas compte. Et même des femmes ne se rendent pas compte. Et c'est assez dur parce que c'est assez vrai. Comme tout le monde, voilà, même mon compagnon, voilà, mes amis hommes, je remarque une volonté de bien faire, mais une incapacité à comprendre. Et là, vraiment, c'est ça. Et du coup, je pense que au lieu de donner un documentaire ou un essai féministe qui sera peut-être avec trop de références, trop opaque, en fait, pour un néophyte, moi qui est déjà un petit peu à jour, entre guillemets, sur certains combats féministes, je suis plus à même de lire certains livres féministes parce que j'ai des références, parce que je vois où on me parle et je suis une femme. Donc j'ai moins ce côté accusation parce que je trouve que justement pas mal d'essais féministes sont très moralisateurs, très accusateurs. Un lecteur homme, il sera juste insulté, je comprends pas je vois pas la pertinence, je vois pas en quoi ça va faire avancer le mouvement. Alors que ce roman, ça se présente comme un roman, mais ça dit les choses et peut-être le fait de mettre ça en Corée, bon, en Corée ça a été un best-seller, hein, mais mettre ça en Corée peut peut-être permettre à un occidental de se dire ok, c'est pas chez moi, donc il aura un regard un peu extérieur, très l'être personne, vous voyez, c'est pas nous, c'est des gens d'ailleurs, donc il y a un côté un peu, on est plus à même de juger, de prendre du recul, même si vous avez été, enfin si vous êtes une femme, hein, même pas besoin de, voilà, si vous êtes une femme, vous allez tout de suite par rapport, j'imagine un lecteur homme, j'espère qu'un lecteur homme aura capté, mais une lectrice va tout de suite penser à des éléments de sa vie. Bien sûr, pas tout, hein, clairement, il y a des choses qui m'ont choqué parce qu'elles sont choquantes, mais évidemment, je n'ai pas vécu tout ça, et heureusement. Mais je l'ai vu chez d'autres, je vois la véracité. Très bonne lecture et une lecture surtout importante, j'ai envie de dire, qui peut ne pas plaire à tout le monde parce que le style est un peu aseptisé, donc on peut le supposer comme c'est écrit comme une sorte de rapport un peu du psychiatre sur sa vie, pour essayer de comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Vous n'avez pas d'explication de pourquoi elle est comme ça, le style peut être particulier, donc ça, complètement, ça peut bloquer certaines personnes, j'entends, mais si vous arrivez à dépasser ces éléments-là, à comprendre que l'histoire, selon moi, est prétexte, c'est une grosse claque. Voilà, je pense que j'en ai bien assez parlé, je vous le conseille fortement. Troisième menu, à savoir Hiver sombre. Alors la première catégorie normalement c'était Nakatomi Tower, donc c'était plutôt pour de l'enquête. Moi j'avais voulu le combiner à l'origine avec alors la catégorie d'après ce que j'ai compris qui avait disparu de Feu d'artifice.
Bon, je voulais lire Les Coupables, pour parler du racisme, mais finalement je n'ai pas pu le lire parce qu'il faisait partie des incos et qu'il était encore une fois emprunté par les élèves. Donc je pensais lire d'autres choses et au final je voulais lire, donc j'ai fini de lire Sherlock Holmes, le chien de Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, qui est complètement, là je suis revenue vraiment sur le côté plutôt suspense, enquête. Alors ce qui est assez intéressant dans le chien de Baskerville, c'est que alors je crois que j'en ai déjà lu des Sir Arthur Conan Doyle, des Sherlock, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. On va dire que c'est plus ou moins mon premier dans la mémoire fraîche. Ce qui est particulier du coup par rapport à mes souvenirs, ou juste mes souvenirs d'avoir vu des films, des séries, on suit surtout Watson, donc, et pas Sherlock lui-même. Et donc c'est assez particulier parce que on est un peu placé en tant qu'enquêteur, et comme en fait il écrit des lettres à Sherlock pour lui raconter ce qui se passe au manoir des Baskerville, et voilà, dans la langue, qu'est-ce qui se passe. Il y a un côté très... il essaye, il sait qu'il n'est pas l'auteur de Sherlock, mais il essaye. Donc on va dire que pour ça, c'est assez intéressant. Je pense que si on en a lu d'autres, ça peut changer un peu le contexte, parce que Sherlock est assez méprisant en vrai, et Watson veut rendre fier un petit peu, il y a ce côté un peu presque enfantin de Watson. Là au moins Sherlock, voilà, il ne nie pas totalement, il lui dit que tu t'es un peu trompé, mais l'effort est là. Donc il y a un peu plus de sympathie, j'ai envie de dire, de Sherlock à Watson. Donc ça change. L'immersion, elle est là, on jetait dans la lande. Voilà, il y avait une envie de suivre un peu l'enquête aussi, donc ça pour le coup c'est bien. Après, donc voilà, l'écriture est efficace. Après, clairement, j'ai pas été complètement conquise par cette histoire. Je pense que c'est quand même trop lent. Je pensais le lire vraiment beaucoup plus vite, ça fait 200 pages. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Je l'avais commencé normalement pour le... Oui, j'en avais parlé pour le pack, le Pumpkin. Donc, je l'avais commencé le 16 novembre, donc juste vers la fin du Pumpkin, et je l'ai fini le 8 janvier. C'est que 200 pages, bien sûr je ne l'ai pas lu tous les jours, hein, j'ai lu plein de choses en parallèle, mais j'ai galéré à le finir parce que je trouve ça trop lent. J'ai trouvé que finalement ça revenait quand Sherlock revenait, que voilà, ça mettait du temps. C'est bien écrit, c'est efficace, c'est carré, c'est intéressant d'avoir mis Watson et tout ça, mais finalement, on attend quand même que Sherlock soit là. Et quand Sherlock est là, ça va clairement plus vite. Après, j'aime beaucoup le personnage de Sherlock, donc peut-être pour ça que j'attendais qu'une chose, c'est qu'il revienne. Je trouve ça lent, je pense que ça peut pas convenir à tout le monde. J'aime beaucoup les adaptations, mais je suis pas sûre que un nouveau lecteur, un lecteur non aguerri, puisse se dire tiens, je vais me mettre à la lecture grâce à ça. Je pense qu'on peut être un peu imperméable et préférer clairement les adaptations. Donc je pense que j'en lirai d'autres, clairement. Je suis quasiment sûre que j'en lirai d'autres, des histoires de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. D'ailleurs, il faut que je regarde du point lecture de Link the Sun. Il a lu toutes les nouvelles, il faudrait que je vois ses avis, voir à laquelle je me tourne. Je pense que c'est quand même très intéressant et de très bonne qualité. Mais après, je pense pas que je lirai, comme Link the Sun, je pense pas que je lirai toutes les nouvelles, hein, c'est pas possible. Je voulais au moins lire celle-là parce qu'elle était quand même très classique, très connue. Comme je n'arrivais pas à récupérer Les Coupables, je me suis dit, pour entrer dans la case enquête, c'était une bonne idée. Ensuite, deuxième catégorie de ce troisième menu, fantômes des Noëls passés. Donc là, j'ai un petit peu squeezé le truc. Je voulais lire Carbone et Silicium, donc je l'avais emprunté à la médiathèque et là, je l'ai acheté. J'en avais normalement parlé dans ma vidéo de fin d'année, que j'avais beaucoup aimé. Et oui, j'ai beaucoup aimé. C'est ma lecture favorite de décembre. Je l'ai lu du 1er au 5 décembre. Première lecture du challenge. Et quelle claque! Donc c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, donc, qui est une super bande dessinée. Donc 270 pages. Elle est à 23 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, 23 € pour ça, c'est donné. Vous voyez la taille par rapport à ma tête. Vous voyez l'épaisseur par rapport, je sais pas, à ma main. La qualité graphique peut peut-être ne pas plaire à tout le monde. Pour moi, c'était... les couleurs sont magnifiques. Le trait est singulier, mais justement, il y a une patte. C'est encore le neuf. J'ai vraiment été époustouflée par cette bande dessinée. Que normalement, les bandes dessinées, voilà, je les lis en un jour. Hein. Souvent, je me pose et je lis. Hein. C'est court, une bande dessinée, normalement. Là, j'ai mis plus de temps à le lire. J'ai écrit du 1 au 5 décembre. Je pense que j'ai mis 2-3 jours à le lire en vrai. Mais j'ai voulu prendre le temps de la lire, de la déguster. Parce que clairement,
l'ambiance est très particulière et le graphisme aide à ça. On a vraiment une ambiance colorée et puis les différentes, elles changent. Et parfois c'est des tons plus marron, parfois plus bleuté, parfois plus rosé, ocre. C'est Je sais qu'il existe une version un peu plus chère, une version un peu de luxe, où c'est majoritairement noir et blanc et or. Mais j'ai décidé d'avoir la version comme ceci, parce que déjà 23 € pour cette qualité, je pensais qu'ils allaient augmenter le prix au bout d'un moment, parce que ça a été en plus un énorme succès, et à raison. Je voulais vraiment profiter de tous ces coloris, parce que même si en noir et blanc et or, c'est intéressant, clairement par rapport à cette merveille de couleurs, voilà, je préférais quand même garder l'original. Donc les couleurs, l'ambiance, j'ai tout qui me revient peu à peu, et surtout l'histoire. L'histoire est hyper intéressante, avant-gardiste, on sent vraiment le côté anticipation, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein d'éléments que l'on voit déjà, qui peuvent du coup critiquer la société, ce qui est souvent le cas dans la SF doit normalement critiquer le présent et pas que l'avenir, pas que prévoir l'avenir. Ça a été une claque graphique, parce que les couleurs, parce que le trait, vraiment faut que je lise d'autres de Mathieu Babelet, parce que même le découpage des cases, parce que enfin, voilà, c'était extraordinaire, j'étais en admiration devant les pages. Et puis pour l'histoire du futur, pour l'histoire marquante, pour le signal d'alarme, mais pour l'histoire d'amour, c'était de la SF complètement bien calculé, bien pensé, avec des personnages attachants. Il y a vraiment tout ce truc voilà, des deux personnages qui s'aiment et qui n'ont pas du tout la même optique. La réflexion, la passion, et je trouve que ça fait vraiment une histoire d'amour un peu comme elle traverse le temps. Il y a quelque chose un peu d'universel qui s'en dégage. Et ce que j'ai trouvé très fort, c'est que ça nous dégage beaucoup d'empathie pour les humains au fil des époques, et puis pour eux, qui finalement ne sont même pas humains. J'avais un peu beaucoup trichouillé pour la rentrée dans ma catégorie fantôme des Noëls passés, parce que j'avais dit un peu, vous voyez, jouer avec les époques, parce qu'effectivement, on suit plein d'époques, et eux, ils continuent de vivre. S'il n'y a pas vraiment de voyage temporel concret, c'est juste qu'ils traversent le temps parce qu'ils survivent, mais ils vivent pas, donc voilà, enfin bon, je vais pas spoiler, mais ils se maintiennent, quoi. Et il y a un côté, voilà, aussi un peu fantomatique, parce que du coup, ils errent parmi les humains qui, eux, changent et meurent, et de nouvelles civilisations naissent. Entre l'histoire des deux personnages, l'histoire d'amour, et l'anticipation de la société avec plein de critiques, mais tellement justes, et enfin, le graphisme magistral, complètement 5 sur 5. Je pense que c'est ma meilleure lecture. Night Ning, je l'ai beaucoup aimé. Mais je pense que ça, vraiment, si vous aimez la SF, vous allez être servi, vous allez être gâté. Je vous le conseille fortement, et clairement, n'hésitez pas à l'acheter, parce que 23 € pour cette merveille, c'est donné. Ou voilà, faites comme moi, au moins prêtez-la, je sais pas, une médiathèque, ou un voisin, une voisine. Pas les mots plus que ça, lisez-le. Troisième et dernier menu, Nuit du solstice. Donc là, c'était Angoisse, créature de la nuit. Je voulais lire Pénombre, finalement, je n'ai pas lu Pénombre, peut-être plus tard. En revanche, pour Février Tapal, j'avais décidé de relire plutôt de Ray Bradbury, que j'avais découvert avec L'Arbre d'Halloween, et là j'ai voulu lire Celui qui attend et autres nouvelles, en sachant que du coup c'est ma deuxième, bon, c'est un recueil, hein, mais c'est la deuxième fois que je lis du Ray Bradbury, que j'aime toujours autant son écriture. J'ai lu du 27 et 28 février, donc vraiment dernier moment de février. Alors il y a 8 nouvelles très très différentes, c'est majoritairement de la SF, parce que soit on est vraiment dans l'espace, il y a des extraterrestres, ou il y a des choses un peu mystiques, voilà, quelque chose un peu toujours, en tout cas c'est toujours de la SFFF. Il y en a une, elle fait plus fantasy que science-fiction, je trouve. Elles ont toutes leur charme, toutes leurs rebondissements, toute l'écriture de Ray Bradbury. Je sais pas si ça a été traduit par le même que celui que j'avais lu de L'Arbre d'Halloween. Mais on sent à quel point Ray Bradbury écrit bien de toute façon. Cette écriture est belle, elle est fluide, elle est efficace. Moi, souvent, mon problème quand je lis des nouvelles, c'est que je suis frustrée. Je suis frustrée parce que j'en veux plus. On va me faire découvrir un univers, des personnages, et je m'attache assez vite, si c'est bien fait, bien sûr, et j'ai envie de plus. Une nouvelle, c'est trop court pour moi. J'ai envie d'un roman entier, d'une saga entière. Et là, ce qui était très bien fait, c'est que c'était bien géré. J'étais attachée au personnage, j'ai trouvé l'histoire finement amenée. Alors, il y a certains rebondissements que j'avais vu venir, mais c'est pas grave, ça m'a pas gâché l'histoire, c'était plaisant. Les personnages sont effectivement très diversifiés et ont leur rôle et puis repartent. Et certaines sont très fantastiques,
et pas forcément avec une explication forcément rationnelle, puisque c'est un peu de ta gueule c'est magique, mais tellement bien écrite et bien amenée, bien narrée finalement, que j'étais totalement dedans. J'en ai une que j'ai beaucoup aimée, c'est La Fusée, qui, sans spoiler, c'est un père de famille qui travaille dans un chantier et qui veut, au lieu de réparer une de ses machines, il veut acheter des billets pour aller dans l'espace. Et se pose la question de, oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas des billets pour lui, sa femme, ses enfants? Et du coup, se pose la question, qui ira? Est-ce qu'il il y va lui? Est-ce qu'il l'offre à sa femme? Est-ce qu'il l'offre à ses enfants? Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous laisse la lire. Hein, c'est des nouvelles, hein, donc la fusée et autres, ça se découvre assez vite. Hein. Et je vous les conseille. J'ai pas eu de coup de cœur absolu, voilà, je dis pas que... Voilà, j'ai un bon 4/5. C'était une lecture très plaisante, qui me donne encore plus envie de lire d'autres Ray Bradbury, notamment Fahrenheit 451, il attend toujours. Mais je pense que vraiment son écriture est très qualitative et à lire. Je pense que ces nouvelles sont plaisantes si on veut justement côtoyer un peu son style sans forcément lire tout de suite un de ses romans. Donc là c'était le 3e menu, le 4e était Marcher dans la neige. Et la première catégorie, Vive le vent, avait notamment comme mot-clé le voyage, donc j'ai lu Les Indes fourbes que j'ai rendu depuis la médiathèque, donc je le mettrai là, qui était plutôt plaisant. C'était sympathique, c'était pas la meilleure lecture de ma vie, mais pareil, plaisant. Donc la BD de Alain Hérol au scénario et... Alors je vois en jeu, mais je ne pense pas, je pense que c'est Juanjo Guardino au dessin. Je l'ai lu le 21 décembre, voilà, je l'ai lu juste avant Noël. J'avais noté que le dessin, voilà, c'est vrai que le dessin c'était très doux, très dynamique, très cartoon, tout très coloré, voilà, il faisait voyager, donc pas du tout hiver hein, pour le coup, très très drôle. En fait, même les cases, tout appelé quelque chose d'assez comique, très bien dessiné malgré tout, ça faisait pas voilà, le cartoon trop fluide, hein, c'était quand même bien fait et sympathique. L'histoire était complètement fantasque. En même temps, vu son personnage qui invente plein de trucs, ça marchait bien. Très drôle, très captivant. Et la BD, je sais pas, peut-être pas autant que Carbone et Silicium, mais elle était peut-être 200, ouais, peut-être 100, 200 pages, un peu long quand même. Donc c'était assez plaisant de se plonger là-dedans. Je me suis posée et j'ai lu tout d'une traite, mais ça m'a fait voyager, ça m'a fait rire. C'était captivant et j'ai voulu savoir jusqu'à la fin ce qui allait se passer et la fin ne m'a pas déçue. Donc voilà, c'était quand même une très bonne lecture. Malgré tout, voilà, je l'ai rendu. Par rapport à Carbone Silicium, il y a deux mondes, je pense pas à la relire. C'était un bon moment, mais je pense pas que j'étais voilà, marquée à vie. Je pense que c'était comique. Et justement, moi je pense que j'ai besoin parfois d'un peu de, pas de drame, mais de leçons, quelque chose de... Je peux être marquée par une lecture très comique, hein, mais pour moi, il faut peut-être un peu d'autres dosages. Et là, peut-être que j'ai trouvé ça peut-être trop léger, c'était complètement extraordinaire, je trouve ça... Les rebondissements, la créativité étaient là. De là à le relire, de là à l'acheter, peut-être pas quand même. Mais c'était sympa, voilà. Si vous la voyez chez un ami ou à la médiathèque, encore une fois, à la bibliothèque, vous pouvez l'emprunter. Donc je pense que vous passerez plutôt une bonne après-midi. En décembre, j'avais aussi emprunté à ma médiathèque Edmond, donc l'adaptation de la pièce de Alexis Michalik par Léonard Cheminot, que j'ai rendu, donc je la remettrai là aussi. J'ai lu du 9 au 13, donc là pour le coup décembre. Donc là j'ai mis un peu plus de temps à le lire et effectivement, malgré le dessin qui était dynamique, efficace, coloré, mais malgré l'histoire que je connaissais du coup, parce que j'ai vu la pièce de Michalik sur les planches, que j'ai bien aimé. L'histoire est sympathique, complètement romanesque, et ça marche très bien vu que il crée... ça parle de Edmond Rostand qui crée Cyrano de Bergerac. Mais je trouve que quand on a vu la pièce, la BD elle est un peu surfaite. La pièce est vraiment très bien. Donc la BD elle est un peu en dessous forcément. Elle n'ajoute rien. Et je pense que justement comme Edmond Rostand et Cyrano, voilà, ça parle de théâtre. Donc au théâtre ça marche extrêmement bien. En BD là, voilà, si c'était une BD sur un BDiste, allez. Là c'est pas le cas. Du coup je trouve que ça perd. Et donc j'ai pas trouvé ça mémorable. C'est sympathique, mais clairement si vous avez la possibilité, je suis pas sûre que ça tourne encore Edmond, la pièce de Michalik, mais si vous pouvez y aller, allez-y parce que les pièces d'Alexis Michalik sont très bonnes, donc si vous pouvez, aimer, voulez aller au théâtre, faites plutôt ça que lire cette BD là. Et donc dans la même catégorie, donc j'avais mis Voyage pour Les Indes fourbes, mais en parallèle j'ai aussi lu Mon hiver cosy, parce qu'il y avait comme mot-clé hiver. C'est écrit et illustré par Caroline Millet.
que j'avais trouvé dans un marché de Noël de ma ville, totalement par hasard. J'avais entendu parler de la version automne, et donc j'ai vaguement entendu parler de l'hiver. Donc quand je suis tombée un peu dessus par hasard, j'ai décidé de le prendre. Qui était sympathique, mais pas que j'étais déçue. Mais peut-être que je m'en attendais à plus. Je pense que c'est très bien si vous voulez le déguster, vu qu'en plus là voilà, ça parle de nourriture aussi. Le déguster pendant les périodes de Noël, et puis après, voilà, c'est un peu de Noël, et ensuite c'est un peu le reste de l'hiver. Ça appelle en fait, vous voyez, c'est très coloré, c'est très doux, ça met totalement dans l'ambiance. Ça peut être une lecture qui accompagne votre hiver complètement. En ce sens-là, ça réussit très bien. Il coûte normalement 29 €, moi je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Et vraiment, je pense que si je l'avais acheté à 29 €, parce que je l'ai eu avec autre chose, du coup, bah, ça a baissé le prix de celui-là, ça aurait été très cher, je trouve. Quasiment de l'auto-édition, hein, c'est même de l'auto-édition pour moi. On voit qu'elle a fait voilà, les textes, elle a fait l'illustration, on sent vraiment qu'il y a une volonté très personnelle, et c'est tout à son honneur. Hein. Malgré tout, j'ai trouvé que ça manquait un peu de quelque chose. Je pense que le côté guide pratique, avec des recettes de cuisine, des idées de films, de choses à regarder, je trouve ça un peu maigre. On sent que c'est beaucoup, en vrai, de travail. Je vois le travail qu'elle a fait, hein. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas suffisant pour être une grosse classe. J'ai pas à découvrir des choses plus que ça. C'est plaisant, ça accompagne, mais ça va pas révolutionner ma vie pour autant. Et donc, deuxième sous-catégorie, pommes de pin. Donc là, notamment, il y avait tout ce qui était animaux. Et j'avais l'intention de lire le premier, voire même, j'ai lu les 5 tomes de Beastars de Paru Itagaki, qui sont des mangas. Le côté animaux marche bien, vu qu'on suit des animaux anthropomorphiques. J'ai trouvé le dessin très dynamique, très expressif. On est totalement dedans, il n'y a pas de souci. Et clairement, j'ai trouvé que tout de suite, on sentait où elle voulait aller, et qu'il y avait tout un univers exploré, toute une dynamique explorée. Je voulais le lire parce que j'en avais lu beaucoup de bien de Beastars, et clairement, pour le coup, je n'ai pas été déçue. Je le compte un peu comme une note générale, parce que j'ai vraiment lu les 5 quasiment à la suite. Je les ai lus le 20, le 21 et le 22 février. Donc voilà, je les ai lus en 3 jours, les 5. Je trouvais que c'était une intrigue qui tout de suite prenait. Ça me faisait penser de loin au début à Zootopie, que j'aime beaucoup, donc ce Disney, entre la lapine et le renard, et qui parlait en fait plutôt de racisme, l'image négative des prédateurs, alors que bon, maintenant ils vivent très bien en paix avec les herbivores, et voilà, ça reprend ça, c'est l'idée complètement détournée de quand on dit que ce sont les méchants, subitement on les voit différemment, alors que c'était leurs potos, c'était leurs amis et tout. Et là, pour le coup, Beastars va beaucoup plus loin. Donc c'est un seinen, hein. Même si c'est très bien, par contre, je le mettrai pas dans mon collège, parce que ça aborde des sujets qui, je pense, ne seront peut-être par certains, mais peut-être pas compris par certains jeunes ados. Il y a quand même une part de sexualité. Thèmes, surtout, je pense, qui ne peuvent pas être compris par les plus jeunes. Qu'en fait, c'est les carnivores et les herbivores. Donc il y a un peu ces deux classes. Et ça se passe dans une école, donc là, on est quand même un peu plus dans ce contexte-là que dans la société entière. Et le côté, on va dire, un peu plus... les sujets de Zootopie sont plutôt forts, hein. Mais on va dire que ça reste quand même mignon, acceptable pour les... Je trouve que Zootopie a différents niveaux de lecture, mais ça peut être vu par des enfants. Pour moi, Beastars ne peut pas être lu par des enfants, parce que ça aborde quelque chose où ça va plus loin. Ça va plus loin dans son sujet de la prédation, ce côté de je te désire, je veux te bouffer. Mais il y a quelque chose de vraiment qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus animal, qui fait beaucoup plus de réflexion sur la psyché, sur la remise en question de pourquoi je suis née comme ça. Je me suis tout de suite attachée au personnage. Legoshi, notamment le loup en héros, est complètement attachant. Il est forcément différent de l'image qu'on donnerait d'un loup, mais justement il a conscience de ça et il se remet beaucoup en question, et il se dit mais pourquoi je suis né finalement dans ce corps-là, et Louis le cerf c'est un peu différent, lui c'est un herbivore, mais il aime bien justement avoir de base s'il était un carnivore, il n'aurait pas tous ces soucis de devoir s'imposer. Toute la réflexion sur le pouvoir, sur la prédation, sur la sexualité, sur l'amour, sur même l'amitié, il y a plein de sujets de société, sur le regard qui sont appelés. Donc
Voilà, j'ai lu que 5 tomes, pour l'instant il faut vraiment que je lise la suite. Ce qui est super intéressant, c'est que dès le premier tome, j'ai senti le potentiel des personnages, ils m'ont rapidement attaché, mais j'ai senti tout le potentiel. J'ai vu l'univers qu'on pouvait développer. Voilà, c'était vraiment très bien. Je dirais qu'en côté négatif, bon, moi j'ai mis un 4,5 sur 5, histoire de pas mettre 5, hein, mais côté négatif, je dirais que c'est pas lisible par tout le monde. J'ai écrit à ne pas mettre entre toutes les pattes. Le style est très beau. Enfin, très beau, efficace. Moi j'aime beaucoup. Très, très humain, très sensible, immersif. Faut quand même être ouvert à du manga. Si vraiment vous détestez le manga, je sais pas si ça va pas. Peut-être vous rebuter. C'est une saga qui est finie. J'ai lu que les 5 premiers tomes pour l'instant, donc je sais pas m'avancer plus que ça. Je sais que mon compagnon, normalement, les a tous lus, et donc il faudrait aussi que je vois la version animée. Et la dernière catégorie de ce dernier menu était patin à glace. Et là, je voulais lire Le Talent d'Achille. Il fallait lire plutôt quelque chose de sport et tout ça. Je ne l'ai plus là parce que je l'ai remis au collège. Ça faisait partie des livres des Incorruptibles. Le Talent d'Achille. Alors, je l'ai lu, hein. Je l'ai lu jusqu'à 100 pages. J'ai dû lire peut-être un tiers. Et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce que j'en avais marre de me forcer à le lire. Parce que très rapidement, j'ai senti que je me forçais. Parce que c'était un des 3 que j'avais réussi à récupérer des Incos. Donc j'ai pas lu l'Inde de Rocado. J'ai pas lu Les Coupables et je me suis dit, on va prendre celui-là parce qu'il est dispo. Non, je me forçais à le lire. J'ai fini par mettre fin à ça. Je sens la volonté du livre de mettre en avant la poésie. Parce qu'on suit du coup Achille, le héros, qui découvre la poésie parce que une fille sur laquelle il a flashé, Suzanne, lit de la poésie dans son collège. Et du coup, il va se mettre suite à une heure de colle avec la prof d'Oc au CDI, il va se mettre à lire de la poésie, il va découvrir un nouveau monde alors que c'est un footballeur. On sent la volonté de l'auteur, on va lui enlever ça, de montrer la poésie à des plus jeunes. On sent qu'il aime la poésie. Moi aussi j'aime la poésie. D'ailleurs quand il y avait des passages de poésie, c'était plutôt plaisant. Malgré tout, les personnages ne sont pas attachants pour dessous, ils ne sont pas réalistes. Le fait que c'est créé à la première personne, on a l'impression que le Achille, là, il est stupide, et puis des moments, il est moins stupide, un peu en alternance, parce que selon les besoins, c'est très négatif la vision qu'on a des footballeurs. Vraiment, ils ont l'air tous débiles, alors que bon, j'espère que non. Même Suzanne, elle n'est pas présentée si bien que ça, alors qu'elle est censée être un peu idéalisée par notre personnage principal. Je parle de ça parce que je suis prof doc aussi, hein, mais la prof doc n'est pas une prof doc, alors que je crois que l'auteur est prof de français. Donc c'est gentil pour votre collègue, monsieur, de pas la traiter en tant que prof, parce que nous sommes profs, hein, les pseudo documentalistes. Du coup, cette dame-là, la pauvre, est décrite comme une bibliothécaire, comme une personne totalement dépressive et qui doit faire copain-copain avec des élèves pour que les gens viennent dans son CDI, qui a l'air poussiéreux, j'espère pas. D'ailleurs, c'est même pas dit un CDI, c'est une bibliothèque. Voilà, donc forcément, moi, ça me touche, je pense qu'une autre personne n'aurait pas capté ces éléments-là. Mais venant d'un auteur qui est lui-même prof, normalement, il devrait un petit peu mieux s'y connaître, j'espère. Donc ça véhicule complètement un cliché sur ça. Les élèves semblent être débiles. On a l'impression qu'ils essayent de faire parler des jeunes, mais qu'ils ne savent pas le faire. Donc ça devient risible, surtout en contraste du coup avec la poésie. Il y a des tentatives d'humour, mais dans l'ensemble, elles sont souvent un peu vaines. J'essaie à chaque fois de me dire, oui, mais pense que c'est de la jeunesse, pense que t'es pas... Alors, je suis pas la lectrice visée, évidemment, mais clairement, c'était très lourd. Ce qui m'a finalement fini, c'est que voilà, j'ai l'impression que si je continue même, j'allais tomber sur une histoire d'amour basique, que j'allais continuer de subir notre personnage principal qui m'agace. J'avais pas envie de découvrir ce qui était pour moi prévisible avec son voisin. J'avais pas envie de découvrir plus sur cette Suzanne. Je crois que finalement j'ai fini par m'arrêter à la fin d'un chapitre. J'étais partie pour lire vraiment la suite. Je crois que je dois être à la page 100 comme ça. Quand la mère d'Achille parle de ses yeux en disant qu'il est même que son père, un truc comme ça. C'est écrit qu'il a les yeux violets. Le bouquin, s'il se veut réaliste, les yeux violets, ça n'existe pas. Et Willan, dans La quête des Willan de Pierre Bottero, a des yeux violets. Mais on est dans de la fantaisie. J'accepte, parce qu'à la limite, c'est de la fantaisie. Là, c'est pas réaliste, copain. Ça n'a jamais existé, c'est des yeux bleus, c'est... Voilà. Et enfin, je crois que c'était la goutte d'eau pour moi. J'ai l'impression de retomber sur les fiches RP de Kevin, ou, pardon pour tous les Kevin, de machin truc, 12 ans, qui trouve ça trop stylax, les yeux violets. Donc il veut que son personnage ait les yeux violets.
Sauf que là, je suis tombée sur un roman qui est publié, qui est au prix des Incos, et ça m'a un peu fatiguée. Donc voilà, je me suis dit, Leslie, te fais pas du mal, arrête. Arrête de lire, t'as plein de choses que tu veux lire, et c'est pas ça. Donc je lui ai mis 2 sur 5. J'aurais pu lui mettre 1, et même peut-être moins. Je vois la volonté de l'auteur de bien faire. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un roman jeunesse qui pense que les jeunes sont cons et qui crache sur ses personnages en passant. Voilà, donc je me suis dit stop. J'avais l'intention de le lire, j'ai tenté, j'ai pas lu. Je sais pas si du coup je vais valider cette dernière catégorie, sinon tant pis, c'est pas grave. Dans Février Tapal, Alex Bookin nous encourageait à lire des petites lectures et à lire 100 pages par jour. Bon, moi j'ai essayé d'être un peu plus raisonnable, enfin des livres de moins de 100 pages plutôt. Je m'étais mis une pile à lire de 28 livres sûrement. J'ai lu cela plutôt. J'ai lu le Ray Bradbury, le Sherlock en février et le Andromaque dont j'avais parlé au début. Tac. Et en dehors du coup du Cold Winter, j'ai aussi lu le premier tome de Chobits qui m'avait laissé un peu sur ma faim. Alors là pour le coup pareil, pas dans votre collège ou quoi, ou pour votre enfant. C'est complètement seinen, il y a des choses très sexualisées, et pas qu'un peu, avec la façon dont on l'allume. Donc en fait, ça parle d'un gars qui fait des études et qui n'est pas du tout informaticien. Il se trouve que dans ce monde-là, les ordis ont une apparence humaine, donc de filles, de garçons, voilà. Et il tombe par hasard sur un ordi à l'apparence de fille, abandonné dans les poubelles, et il la ramène chez lui. Donc lui, il n'a pas beaucoup de thunes, il s'y connaît pas du tout dans les PC, et peu à peu, il va réussir à l'animer, et il va se passer différentes choses. Donc dans le premier tome, c'est assez introductif. Moi, depuis, je l'ai fini, hein, la série, elle fait 8 tomes. Avec le recul, j'ai bien apprécié. Malgré tout, le premier tome peut un peu décontenancer parce que, encore une fois, c'est très sexualisé, c'est très humour, c'est très années 2000, qui peut du coup, depuis 20 ans, ça a pu un peu vieillir. Malgré tout, le style de Clamp, d'un point de vue visuel, il est toujours aussi bien. Il fait donc très années 90-2000, hein, bien sûr, mais toujours très efficace, je trouve, très beau, mais encore une fois, bon, forcément un peu sexualisé. Mais malgré tout, dès le premier tome, je sentais qu'il y avait une intrigue intéressante qui allait se développer sur ça. Clamp, c'est souvent ça, faut pas s'arrêter à certains visuels, à certaines choses, parce que ça va beaucoup plus loin que ça et que même ça sert le propos. Donc je vous conseille quand même si vous le trouvez, je suis pas sûre que ce soit encore édité Chobits, de Clamp, qui est du coup un groupe de mangaka, de femmes mangaka. J'aimerais bien reprendre d'ailleurs Tsubasa Chronicle que j'avais lu quand j'étais au collège, qui avait été une très bonne lecture. Chobits, je pense que c'est une bonne lecture, mais il faut aimer les mangas, aimer l'univers, le trouver, parce que moi en soi je l'ai trouvé en occasion à Micromania, les 5 premiers, et j'ai trouvé les 3 derniers à la médiathèque, donc un peu galère. Ça reste une série courte, 8 tomes, efficace, on sait où on va, ça apporte une certaine réflexion, sympathique, voilà, je dirais ça comme ça. 3, 4, allez 4 sur 5. J'ai relu plutôt, Ma parole de Vincent Roca, texte de son seul en scène que j'ai été allé voir avec ma mère il y a quelques années déjà. Donc là, ils disent que c'était le Festival Avignon Off de 2017, peut-être que je l'ai vu en 2018, un truc comme ça, qui avait été très bien en seul en scène. Et d'ailleurs, je pense que le mieux, alors je suis pas sûre que vous pouvez le trouver en texte, hein. Moi je l'avais acheté à la sortie du spectacle. Je l'ai lu beaucoup à haute voix, ou du moins j'entendais ma voix dans ma tête, parce qu'en fait c'est beaucoup de jeux de mots, pas de contrepétrie, mais voilà, vraiment beaucoup de travail sur ça. Je pense que des gens peuvent être imperméables parce qu'ils n'ont pas d'humour, ou parce qu'ils ne comprennent juste pas le vocabulaire utilisé, ou je ne sais quoi. Moi j'ai bien aimé, c'est peut-être un peu trop court du coup, parce que je l'ai lu assez vite. Si jamais Vincent Roca passe dans votre ville, où vous pouvez aller le voir, je vous le conseille, si c'est celui-là, Ma parole ou un autre. C'est de l'humour sur les mots. J'ai pas d'autre résumé à faire que ça. Ma parole, j'ai mis 4,5 sur 5. J'avais un bon souvenir du spectacle, et ça m'est revenu peu à peu, donc je le revoyais physiquement seul en scène. C'est un humour plutôt fin, c'est la joie de la langue, vraiment, c'est jouissif, un peu trop court, et en même temps beaucoup en peu de temps. Je pense que quand on l'écoute, ça va, mais il faut prendre le temps de digérer l'information, parce que c'est pas quelque chose à lire le plus vite possible, parce que sinon vous allez passer à côté. Je pense que ça se déguste un peu quand même. J'ai lu d'autres choses dont
ces derniers mois de décembre à février. Donc j'avais parlé d'Edmond, que n'était pas dans la sélection. J'ai lu aussi en BD, emprunté à la médiathèque Temujin, donc c'est le premier tome. J'avais mis 3,5 sur 5, j'ai trouvé que c'était un style plutôt particulier, mais accrocheur. J'avais envie quand même de voir la suite, donc là c'est un premier tome, pourquoi pas si je trouve la suite la lire. J'ai bien aimé ce mélange entre guerrier et mystique. Malgré tout, j'ai mis que 3,5 sur 5 parce que les scènes sont très matures, très sexualisées et je pense pas que c'était utile. Et le fait qu'il y ait une forte inspiration de l'Asie, vu qu'on se passe dans un... c'est Gengis Khan. J'ai pas compris pourquoi un personnage mystique qui représente quelque chose, je vais pas trop épiloguer, mais en fait elle est représentée comme une femme blonde à gros seins. Je sais pas comment résumer ça autrement. Bref, j'ai pas compris l'intérêt de mettre une caucasienne dans un univers complètement... une ambiance complètement asiatique. J'ai pas trouvé ça pertinent et même j'ai trouvé ça bizarre. Donc si je trouve la suite, pourquoi pas. Mais bon, je vous le conseille pas forcément, Temujin. J'ai aussi écouté des livres audio pendant ces derniers mois. Donc j'ai écouté L'Appel sauvage, ou aussi nommé L'Appel de la forêt, de Jack London. En audio, c'était lu par Jean Reno. Alors la voix de Jean Reno est très efficace, je pense, pour ce style très brut, très roots, très nature writing, qui fait donc voilà très parler. J'ai vraiment plongé dans la psyché du loup qu'on suit, assez original de suivre un loup, et quelque chose de finalement très réaliste. Tous ces paysages, le lire en plein hiver, c'était parfait. Malgré tout, j'ai mis un 3,5 sur 5 parce que je pense qu'en fait, je suis vraiment pas faite pour la nature writing. Côté livre audio me permettait de me balader en écoutant, et donc du coup, je faisais une attraction. Mais je pense que j'ai jamais réussi à finir les anthologies, les recueils de nouvelles de Jack London parce que j'arrive pas à accrocher en fait. Pour moi, c'est trop contemplatif, peut-être le native writing. Là, l'écouter en audio, ça a été une solution. C'était plaisant, j'ai bien aimé. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi Jean Reno ne sait pas dire les miles, les kilomètres, parce qu'il était capable de dire les 1000 milles au lieu de 1000 miles. Et c'est très perturbant parce que ça revenait assez souvent, plus de 1000 milles. 100 000 milles, des genre 1000 milles comme ça. Je sais pas si j'en lirai d'autres de Jack London. C'était l'occasion d'en lire. Un autre livre audio que j'ai lu, c'était L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. C'était lu par Patrick Poivre, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, ça se trouve non, mais dans mon souvenir c'était ça. J'ai mis la note de 4 sur 5, donc l'audio pour le coup était aussi très bien fait. C'était accompagné de musique qui rythmait complètement le récit, et c'était pas que intermède entre chaque chapitre, il y en avait vraiment même pendant, et voilà, on n'avait pas forcément les bruits de la mer ou quoi, mais c'était immersif là pour le coup. Comme c'est plutôt un classique, j'avais peur de pas forcément rentrer dedans. Je sais que j'avais lu Dr Jekyll et Mr Hyde du même auteur, et c'était sympa, mais j'avais pas été marquée plus que ça. Donc là, je pense que l'audio peut vraiment permettre de lire des classiques qui ont une écriture très bonne, mais qui peut peut-être laisser un peu à distance. Là, il y avait quand même ce côté aventure, les pirates, les combats, tout ça. Donc c'était assez immersif. Il y avait des rebondissements, il y avait de la variété des personnages plutôt finalement gris, voilà, il n'y avait pas que les gentils et les méchants, ça changeait un peu. Comme point négatif qui fait que j'ai pas mis plus que 4 sur 5, c'est que je me suis demandé si c'était pas une version abrégée, parce que du coup en fait j'ai trouvé sur Next Story ces différents livres audio, et je ne sais pas si c'était pas une version abrégée, parce que j'ai pas trop de détails sur la fiche de Next Story. Malgré le fait que j'ai cette impression qu'on n'est pas allé au bout de certaines choses, j'ai quand même ressenti des longueurs. Donc je me dis, finalement, j'espère que ce n'est pas une version abrégée. Je pense que l'audio, si voilà, vous avez des trajets à faire, moi je le faisais même en même temps que ma vaisselle, en même temps que mon ménage, ça peut être un moyen de lire quand vous ne pouvez pas lire, enfin pas avoir un livre dans les mains. J'avais beaucoup écouté des sagas audio MP3, Nalbuck, tout ça, le Survivor, quand j'étais plus jeune, et j'y étais pas trop revenue au livre audio, j'en écoutais mais j'ai du mal. Si vous arrivez à trouver les moments pour, ça peut vous permettre de lire quand même des classiques, d'autres styles de livres. Je crois que c'était tout dans ce que j'ai lu février, janvier, décembre. Mon carnet de lecture, mon reading journal, on va dire tout ça. Et donc du coup là c'était la palle avec les différents retours. Et là on avait février ta palle. Donc elle proposait une illustration qui faisait référence à différents défis. Donc, en fait dès qu'on complétait quelque chose, on pouvait colorier. Là, j'avais quand même complété pas mal de choses, donc je suis plutôt content. Je crois que j'en avais fait 12 sur 17. Donc si vous voulez, j'ai normalement laissé sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Il y a une story dédiée à février tapal, donc où j'ai laissé mes critiques. Et du coup, là, on est... donc j'avais fait plutôt un hiver à la Ravenclaw, donc à la serre d'aigle. Ravenclaw's Winter. Et là, Slytherin, donc Serpentard Spring, le printemps des Serpentards. Donc avec le Blossom Spring Challenge. Beaucoup de lectures et beaucoup de choses
à lire encore les 3 mois qui viennent. Donc je crois que c'est tout pour cette conclusion du Cold Winter Challenge. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est de lire ceci, les Carbone et Silicium de Mathieu Huet, qui est vraiment une très bonne lecture. En orthographique, Anaïs Nin, même si les sujets sont assez durs, je vous le conseille. Kim Ji-yoon, si jamais vous voulez lire du féminisme, mais pas de manière trop brute, la forme un peu fictive peut vous aider. Beastars, très bon manga, je vous le conseille. Likabog, pour enfants, mais pas que. Bon, du Red Bradbury, ça peut toujours être sympa. Vincent Roca, si jamais il pêche, ça part chez vous. Et du coup, Timothée de Fombelle, je pense que j'y reviendrai avec d'autres lectures parce que celle-là était très bien. Neverland. Cette vidéo va s'achever. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, à me partager vos propres lectures d'hiver, vos retours sur les lectures que je viens d'évoquer, et également peut-être celle du printemps. N'hésite pas aussi, si tu m'as regardé jusque-là, à mettre un petit emoji de flocon en souvenir de l'hiver qui nous quitte, partager cette vidéo, à t'abonner bien sûr pour voir les suivantes et à regarder même celles qui sont déjà sorties. Je suis aussi active sur Instagram, va me suivre là-bas également, Leslie_Lestonly. Je crois que j'ai tout dit, je vous dis à très vite, mais n'oubliez pas, laissez votre lit.